Bonsoir Manuel Valls, vous êtes notre invité. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans Brunet-Neumann ce soir. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, actuel conseiller municipal de Barcelone. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Alors Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu les derniers rebondissements de l'affaire Fillon. Éliane Houlette, l'ex-procureur de la République, chef du parquet national financier, a parlé de pression exercée par l'exécutif. Dites, je pense à vous, pendant le quinquennat de François Hollande, dont on sait aujourd'hui qu'il parlait beaucoup aux journalistes. Je me pose la question, aurait-il pu donner des consignes politiques au parquet dans l'affaire François Fillon? Là, vous m'obligez, cher Éric Brunet, à commenter des informations qui sont sorties, qui doivent être précisées, qui doivent être confirmées, qui sont en partie démenties. Très honnêtement, là où vous avez raison, je crois, c'est qu'il faut qu'il y ait la plus grande transparence qui soit faite pour qu'il n'y ait aucun doute, ou pour qu'on lève les doutes, ou pour qu'on confirme les doutes, comme le demandent les avocats de François Fillon. Moi, je n'étais plus Premier ministre pendant cette période, mais alors je n'ai aucun doute sur le fait que François Hollande, président de la République à ce moment-là, ait exercé la moindre pression sur la justice et sur le parquet. D'ailleurs, je crois que la magistrate en question dit très clairement que la pression venait du parquet, ne venait pas des gardes des Sceaux. Et donc je serais très étonné qu'il y ait eu la moindre pression. Enfin, j'espère que toute la lumière sera faite, parce que, évidemment, ce doute agit toujours comme un poison. Bien sûr. Manuel Valls, vous venez d'accorder une longue interview à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Elle a fait beaucoup de bruit, cette interview. Vous dites que la lutte des classes disparaîtrait au profit de la guerre entre races. Alors, je vous avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais les classes sociales en République, je vois ce que c'est. Les races, j'avoue que je ne vois pas. Et je me demande si cette phrase, fondamentalement, elle n'a pas un peu dépassé votre pensée de gauche. Mais cette phrase, je l'utilise pour dénoncer précisément ceux qui, à gauche, à l'extrême gauche, parmi parfois les écologistes, à la France insoumise pour une partie, au Parti communiste, dans une minorité du Parti socialiste, avec ce qu'on appelle la mouvance décoloniale, veulent précisément remplacer la question sociale, la lutte des classes, par la question raciale. C'est un mouvement assez profond. Les races en République, ça n'existe pas. Mais pour moi, la République existe. Et comme le disait encore il y a quelques jours Robert Badinter, elle est une et indivisible. Et la République, elle a chassé précisément les races de l'espace public. Mais on l'a vu qu'à travers l'utilisation, l'instrumentalisation du drame, de l'assassinat, du crime raciste de George Floyd, certains, cette fois-ci, ont réussi pour la première fois en France à imposer ce débat. Ça vient de loin. Éric et Didier Fassin, qui sont très proches de cette mouvance, qui sont des universitaires respectables, et avaient écrit un livre précisément qui s'appelait « De la question sociale à la question raciale ». C'est eux qui veulent porter ce débat sur la question des couleurs, et je mets des guillemets dans cette interview, des races, ça n'est pas moi, c'est pour le dénoncer. Quand on lit l'interview, je crois, c'est tout à fait clair. Je veux dénoncer, il faut dénoncer cette instrumentalisation et ce débat qui en plus est explosif, parce qu'il divise, fragmente la République, et on veut nous imposer une lecture, mais cette fois-ci avec un véritable écho, la preuve, avec un véritable écho, depuis les États-Unis, et d'ailleurs du coup ça fait écho aussi aux suprémacistes blancs, qui aux États-Unis, mais ils existent aussi en France, sur la base de la théorie du grand emplacement, nous expliquent que les blancs sont en danger en France, en Europe et dans le monde occidental. Donc cette lecture des deux côtés, elle est particulièrement dangereuse, et je défends ces thèses-là, pour les combattre, je défends ma thèse dans cet entretien. Dites, vous, Manuel Valls, qui est un passionné d'histoire, qui vénérait la personne de Clémenceau, je parle de ce début du XXe siècle, vous n'avez pas pu ne pas voir que ces derniers jours, certains s'en sont pris à des statues, et en particulier à un personnage important de l'histoire de la Troisième République, le général puis maréchal Gallieni, dont on a recouvert une statue à Paris hier. Ça vous inspire quoi ? Je trouvais d'ailleurs les propos du président de la République il y a quelques jours particulièrement clairs, et heureusement sur ce sujet-là. L'idée de faire table rase
déboulonner ses statues, mais aussi celles de Victor Schœlcher aux Antilles, de s'attaquer, pourquoi pas, à Victor Hugo, à Jules Ferry aussi, puisqu'il était partisan de la colonisation, alors que Clémenceau la combattait. C'est une vision totalitaire. Elle est grotesque et absurde peut-être, je crois aussi, mais c'est une vision totalitaire. Vous vous rendez compte, ici à Barcelone, on veut déboulonner, certains, la statue de Christophe Colomb, parce qu'il a été précisément celui qui a permis, je mets des guillemets, d'abord l'assassinat des Indiens et ensuite l'esclavage. Donc si on rentre dans ce débat sur cette lecture du passé, on va vers quelque chose de tout à fait terrible. Non, il faut contextualiser, expliquer, c'est le rôle des enseignants, c'est le rôle des historiens, c'est votre rôle, mais attention à tous ces politiques maintenant, à tous ces mouvements qui veulent faire table rase, et de Colbert jusqu'au général de Gaulle, pourquoi pas, il était maurassien dans sa jeunesse, faire disparaître cette partie de notre histoire. C'est un révisionnisme qui me paraît très dangereux. Manuel Valls, cette semaine, on a vu des casseurs perturber la manif des soignants à Paris. On a vu des scènes de guérilla urbaine à Dijon entre communautés. Pourquoi ce sentiment que l'État apparaît impuissant à juguler toutes ces violences? Comment vous l'expliquez? Bon, ce n'est pas la première fois que nous avons ce type de violence, mais sans doute avec la crise de confiance vis-à-vis des institutions que nous connaissons, la mise en cause ces dernières semaines de la police et de la gendarmerie accusées d'être des institutions racistes qui ne répriment que les gens de couleur, le fait qu'il faudrait les désarmer par exemple, a donné le sentiment d'une forme d'hésitation. Or, face à la violence ou à l'affrontement inouï à Dijon entre des jeunes de la ville et des groupes tchétchènes qui ont en plus trouvé l'occasion dans une mosquée de signer un traité de paix. Enfin, la France, c'est pas une addition de communautés qui font la paix, c'est la République, c'est la police qui réprime, c'est la justice qui punit. On ne peut pas accepter ce type de comportement. Donc, il faut que l'État, les autorités, l'exécutif soient clairement derrière les forces de l'ordre dans leur mission très difficile face au terrorisme, face à la violence, face au trafic, face à la violence qui est faite aux policiers. Donc il ne peut pas y avoir une hésitation sur la question de l'autorité, de l'ordre républicain. Et sans ordre républicain, vous le savez, il n'y a ni justice ni liberté. Manuel Valls, iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a en France un racisme anti-blanc ? La question m'est posée dans Valeurs actuelles. Il y a bien évidemment beaucoup de racisme, beaucoup à l'égard de tous ceux qui ont une couleur ou ceux qui n'en ont pas. Hein. L'antisémitisme n'obéit pas à une couleur. Et il y a aussi du racisme anti-blanc. Alors souvent, je vous le disais, cette question aussi, elle nous est imposée dans le débat par ceux qui veulent nous expliquer que les Blancs sont aujourd'hui en danger face aux grands emplacements. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Et d'ailleurs, ces mouvements suprémacistes ont conduit à des horreurs, à des attaques terroristes d'extrême droite aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou en Europe, il y a quelques années à Oslo. Mais il ne faut pas nier qu'il y a aussi ce racisme. Ou comme ceux, qui accusent des policiers noirs d'être traîtres parce qu'ils servent tout simplement la patrie et la République. Manuel Valls, vous avez dit le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère vertical jupitérien. Franchement, on est entre nous là ce soir. Est-ce que Christophe Castaner incarne à vos yeux cette verticalité? Je vais poser la question autrement. Est-ce qu'à vos yeux, il est l'homme de la situation? Oh, mais je suis loin, même si je participe à ce débat. Je connais en plus Christophe Castaner et sa mission est très difficile. Non, honnêtement, je ne vais pas en rajouter. Ça serait absolument pas loyal de ma part. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France. C'est le mot de Clémenceau. Et comme Jox, Sarkozy, Cazeneuve ou moi ou d'autres, j'ai compris que vous ne vouliez pas répondre sur Christophe Castaner. Vous pouvez peut-être répondre sur vous. Vous dites que vous voulez vous rendre utile à la France et au président de la République. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit vous attendre dans un prochain gouvernement remanié ? Non, je ne crois pas. Je pense que la question ne se pose pas ainsi. Moi, je suis trop passionné par mon pays, par la France, parce que je vois aussi ses difficultés, parce que je sais ce qui se passe en France est très important pour l'Europe, et la France compte en Europe et a réussi à faire changer, par exemple, la position de l'Allemagne sur la solidarité financière. J'ai toujours envie de m'engager pour la France, mais ce qui compte d'abord, c'est que le président de la République définisse le cap et la stratégie pour les 2 ans qui viennent, et face notamment à la crise économique et sociale que nous sommes en train de connaître et qui est brutale partout en Europe et dans le monde. Moi, j'ai déjà assumé les responsabilités gouvernementales. J'ai toujours envie de participer au débat, mais la question du casting, honnêtement,
ça n'est pas la priorité. C'est au président de la République de faire les choix. Merci beaucoup, Manuel Valls. Belle soirée à vous.